Un, deux, un, deux. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez aussi pour ceux qui nous regardent ce soir en visio. C'est le moment ou jamais de nous le dire, parce qu'ensuite on va mettre les slides, d'ailleurs. C'est votre moment. En tous les cas, très heureux de vous recevoir. Merci d'être présent parmi nous. Un grand merci à nos invités d'être venus ce soir. Et puis, merci évidemment à la REP de nous accueillir ce soir dans ses locaux et aussi à la MAF qui nous parraine. Voilà, donc ce soir, le programme de ce soir, c'est d'abord une conférence que vous êtes toutes et tous venus voir, donc qui va durer environ 1 et quart. Ensuite, vers 18h45, 19h, nous aurons 1 heure d'AG, où l'association vous présentera donc le bilan de son année 2024 et toutes les annonces qu'elle a à vous faire sur l'année 2025. Et enfin, à 20h30, pour ceux qui sont physiquement là ou pour ceux qui peuvent quitter leur bureau très rapidement, nous ferons un apéritif dans un bar à proximité des lieux. Donc restez avec nous, ce sera super sympa. Voilà, donc ce soir une conférence, je vais passer le micro, mais nous, dans l'association, on est très heureux de faire cette conférence. Une conférence, on le verra, qui regroupe beaucoup de nos valeurs, puisqu'on est là pour dialoguer, pour se rencontrer et pour aussi accompagner sur le sujet des doubles formations en Europe et découvrir par les formations finalement aussi les autres cultures, les autres manières d'enseigner et donc de faire de l'ingénierie et de l'architecture. Voilà, ce soir je vais laisser la parole à Maëlle qui va animer la conférence. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci Hugo. Donc pour rentrer dans le vif dans le sujet, la double formation architecte-ingénieur en France, globalement, c'est environ 17 cursus lancés depuis 25 ans, avec autant de programmes différents. Les formations, c'est également une réponse à des logiques d'organisation dans le monde professionnel et dans les manières dont sont exercés les métiers. Et donc, depuis plusieurs mandats, l'association s'intéresse aux questions de pédagogie et d'évolution des doubles cursus en France. Il y a 1 an, quasiment tout pile, on organisait le colloque sur les doubles formations. Et aujourd'hui, on voulait faire un pas de côté pour voir comment cela se passe chez nos voisins européens. Et donc l'idée est, pour la table ronde de ce soir, de découvrir et d'apprendre sur d'autres manières de penser la transversalité entre les disciplines d'architecture et d'ingénierie, et particulièrement les manières d'enseigner justement cette transversalité. Pour ce faire, donc, nous accueillons avec grand plaisir Thierry Descamps de l'Université de Mons en Belgique et Luc Olsen de la Bartlett School de Londres et Adrien Paporello qui est porteur des réflexions sur les doubles cursus en France pour l'association. Ils viennent vous présenter donc leur vision, sans pour autant, bien sûr, avoir la vision exhaustive et générale de leur pays, mais on aura des bons exemples. Merci à vous d'avoir répondu présent, déjà. Et voilà, pour rappel, la table ronde, elle va se dérouler en 2 grandes parties. Donc après que les intervenants nous aient présenté leurs spécificités, leur cursus, nous aurons un temps d'échange avec des questions auxquelles vous pourrez bien évidemment participer. Donc, premier intervenant, je vais faire une petite présentation que vous pouvez compléter si besoin. Donc, notre premier intervenant, donc, Thierry Descamps, donc, ingénieur architecte de formation, professeur à la faculté polytechnique de l'Université de Mons. Vous êtes responsable des programmes ingénieur et architecte entre 2012 et 2020 et depuis 2024. Également, vous êtes coordinateur des stages en entreprise depuis 2016 avec des thématiques d'enseignement sur les charpentes métalliques, le bois, matériaux de construction, environnement, résistance des matériaux et des thématiques de recherche sur les structures en bois, mix bois et matériaux géo- et biosourcés. Je vous laisse le micro pour votre présentation. Merci beaucoup. Alors, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui en présentiel et en ligne. Alors, pour mon intervention aujourd'hui dans le cadre de l'association, j'ai choisi en fait de présenter des spécificités dans le cursus en double diplôme, pas en double diplôme, mais en ingénieur architecte qui se déroule à Mons, et d'introduire cette subtilité de la formation ingénieur-architecte dans le contexte belge, en vous décrivant quelque peu le contexte pour que si vous désirez, par exemple, retrouver des informations complémentaires, vous y retrouviez dans le vocabulaire que nous employons en Belgique pour préciser donc les différents types de formations qui existent.
Alors, ce n'est pas ma présentation qui passe pour l'instant. Voilà, merci beaucoup. Donc, je viens personnellement de la faculté polytechnique de Mons, qui est une ancienne école, donc historiquement connue sous le nom de l'école des mines. C'est en fait la première école d'ingénieurs créée en Belgique en 1836. Donc, l'indépendance de la Belgique, c'est 1830. Donc, très peu de temps après la déclaration d'indépendance, la création de l'école des mines à Mons par 2 élèves fraîchement diplômés de l'école centrale de Paris, puisqu'ils étaient diplômés d'1 an lorsqu'ils ont fondé une nouvelle école d'ingénieurs à Mons. Donc, école d'ingénieurs qui à l'époque était fondée sur le système d'école centrale de l'époque. Alors, au gré du temps, la faculté polytechnique a évolué, divers diplômes sont apparus. Donc, historiquement, c'est une école qui a été créée dans le sud de la Belgique, sur le sillon du bassin minier qui va en gros de Béthune jusque Liège, avec une vocation de créer des ingénieurs praticiens pour l'exploitation des mines. Alors au fil du temps, d'autres diplômes sont apparus, la mécanique, la métallurgie, la chimie, plus tard l'informatique et gestion, et encore l'architecture. Alors aujourd'hui, le cursus d'ingénieur architecte existe depuis une 50aine d'années. Donc c'est de mémoire, c'est en 77 que sont rentrés les premiers élèves qui ont été diplômés ingénieurs architectes en Belgique, à Mons. Alors, l'école d'ingénieurs en Polytech Mons a rejoint récemment une nouvelle université qui a été créée en 2009, qui est donc l'université de Mons. Et au niveau du paysage universitaire en Belgique, toutes les écoles qui historiquement étaient indépendantes ont comme ça rejoint les universités. Alors, globalement, aujourd'hui, donc Polytech Mons est une des 7 facultés de l'université de Mons. Ça marche pas. Alors, quelques mots de vocabulaire. Nous formons à Mons ce que nous appelons des ingénieurs civils. Alors, les ingénieurs civils sont formés en Belgique dans les universités. Les universités sont des institutions qui sont comparables dans leur fonctionnement, leurs habilitations et leur excellence aux grandes écoles françaises. Et donc, la notion d'ingénieur civil, c'est véritablement un titre protégé par la loi qui est délivré uniquement par les universités. Ce titre d'ingénieur civil fait en fait opposition aux ingénieurs militaires qui, en Belgique, sont formés à l'école royale militaire, que l'on pourrait dire être le pendant de l'X en France. Et par opposition à ces formations d'ingénieurs militaires, on parle en Belgique d'ingénieurs civils, quelle que soit la spécialité. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le génie civil. C'est un titre spécifique. Alors, les ingénieurs civils sont formés en Belgique dans 5 universités. Vous en avez 3 francophones. Une que je pourrais qualifier de bilingue, qui se trouve à Bruxelles, mais qui en fait son master entièrement en anglais, donc elle n'est pas réellement bilingue. Et ensuite 2 néerlandophones. Uniquement les universités organisent les diplomations d'ingénieurs civils architectes. Vous avez d'autres ingénieurs en Belgique qui s'appellent les ingénieurs industriels, qui sont des formations qui parfois sont plus courtes, en 4 ans, et ces formations ne délivrent pas de formation et de diplôme dans le domaine de l'architecture. Donc tout ce qui est relatif à l'architecture, c'est uniquement dans les universités avec le grade d'ingénieur civil, formation en 5 ans. Oui. Alors, la formation d'ingénieur civil architecte à la Polytech à Mons est accréditée EURES. Et de cette accréditation EURES découle une accréditation CTI. Et donc, historiquement, en fait, quand nous avons voulu nous tourner vers l'international et avoir ces systèmes de certification, de labellisation pour étendre notre recrutement et notre rayonnement international, nous sommes en fait allés chercher la commission des titres ingénieurs française qui, par son accréditation en tant qu'école d'ingénieurs reconnue par la CTI, nous donnait accès à cette labellisation européenne qui s'appelle donc EURES. Dans le contexte belge, la diplomation avec le titre d'ingénieur civil architecte permet d'accéder
en respectant les règles édictées par les ordres nationaux dans tous les pays de l'Union européenne à la profession d'architecte. Alors, comment ça se fonctionne en Belgique? Une fois que l'on est diplômé, on a, par l'obtention de ce diplôme, le droit d'accès au stage d'architecture organisé par l'Ordre national des architectes belges. Ce stage de 2 ans conduit in fine à l'accès à la profession d'architecte. Donc au final, c'est une formation en 5 ans, diplôme ingénieur civil architecte, qui est complétée par un stage obligatoire de 2 ans en agence d'architecture pour pouvoir accéder à la profession d'architecte. Du point de vue de la formation, comment se passe notre recrutement? Alors on fait un recrutement post-bac, c'est un recrutement donc juste après un bac orienté scientifique, sur base de ce qu'on appelle un examen d'admission. Donc il n'y a pas de concours pour l'accéder aux études d'ingénieur civil en Belgique. C'est un examen, c'est-à-dire que c'est un examen qui porte sur des matières mathématiques, uniquement mathématiques. La réussite de cet examen d'admission donne accès aux études. Donc c'est un examen relativement simple. Tout le candidat qui réussit est intégré dans le cursus. Et ensuite, on a une évolution en 3 années de licence que l'on appelle en Belgique le bachelier, suivi de 2 années de master pour un total de 300 crédits. Alors, comment se passe la formation ingénieur architecte à Polytech Mons? Eh bien, la formation en architecture est en fait une formation qui, au cours des 5 années, est prise entre 2 socles fondamentaux de connaissances, qui sont les sciences de l'ingénieur et les sciences spécifiques de l'ingénieur architecte. Et on a comme ça une évolution temporelle au cours de la formation entre le temps d'études sur des sciences fondamentales de l'ingénieur, l'architecture et les sciences spécifiques à l'ingénieur architecte. Quand je parle de ces sciences, ce sont à la fois des soft skills et des hard skills, puisque nous mettons dans les sciences de l'ingénieur des thématiques comme la géologie, comme la législation ou encore l'urbanisme, qui sont pour nous des sciences fondamentales pour l'ingénieur architecte, dans le sens où elles ne sont pas partagées par d'autres disciplines de l'ingénierie. Alors, dans l'organisation pratique des enseignements, les enseignements sont tous organisés autour de l'atelier d'architecture. Alors, l'atelier d'architecture, c'est le centre, c'est le cœur du réacteur de l'enseignement de l'architecture. Dans la construction des programmes, nous avons voulu que 1/5 du temps d'apprentissage de l'étudiant, dès la première année, dès son entrée à l'université, 1/5 du temps est passé en atelier d'architecture. Alors, autour de l'atelier d'architecture, on a 3 piliers fondamentaux d'enseignement. Et vous remarquez que dans ces piliers, il y en a un qui est l'architecture. Alors, quelle est l'idée qui se cache là derrière? C'est de se dire que si l'atelier d'architecture reste le centre d'apprentissage de l'architecture, de par le manque d'heures d'atelier, il faut compléter cet apprentissage de l'architecture par des cours ex cathedra de pointe apportés par des architectes praticiens qui vont compléter les savoirs et les compétences acquises en séance d'atelier. En complément de ce pilier d'architecture, on a donc un pilier équipement et un pilier stabilité qui viennent enrichir les séances d'atelier, notamment dans des ateliers d'architecture qui se développent plutôt en master, en fin de cursus, où les thématiques, les colorations de ces projets font focus sur les aspects stabilité ou équipement. Alors, pour élargir un petit peu le champ de la discussion, les pratiques professionnelles, le réseau, les stages, ce sont aussi des éléments fondamentaux dans la construction de nos programmes et dans l'évolution de nos étudiants tout au long du cursus. Alors, je vous le disais, les ateliers occupent 20% du temps. Alors, ces ateliers, c'est le cœur de la formation et ces ateliers sont toujours co-encadrés par un architecte praticien plus un académique. Donc, l'idée est d'avoir au moins 20% du temps une interaction entre un professionnel de l'architecture
et nos étudiants. Concrètement, au cours de la formation, cette interaction entre les étudiants et le milieu professionnel augmente à bien plus que 20%, puisqu'il y a beaucoup d'enseignements issus d'autres piliers qui sont eux aussi assurés par des professionnels externes. Pour entretenir ce réseau, pour entretenir le réseau d'alumni et pour entretenir les relations entre étudiants et professionnels, on a beaucoup d'activités comme les stages. Je pense que ça existe dans toutes les formations. Nous, on organise 2 stages, un en début de cursus, qui est plus un stage d'observation en milieu professionnel, architectural, et ensuite un stage plus long en fin de cursus, qui lui donc dure 3 mois. On organise également des formations pour se construire, pour projeter son projet professionnel. Donc, dès la première année, on commence à concevoir son projet professionnel en interaction avec des praticiens. On organise des séances de compagnonnage. Le compagnonnage, c'est l'idée que chaque étudiant a un parrain professionnel qui va le guider, qui va partager son expérience avec le jeune, le jeune étudiant, et également des séances de networking. Le networking, ce sont des activités spécifiques organisées annuellement dans lesquelles on fait revenir de jeunes alumni qui vont pouvoir faire percoler leur expérience professionnelle, personnelle à nos étudiants. Et donc tout ça, ce sont des points d'ancrage dans la réalité professionnelle qui sont très importants et qui jalonnent la formation. Sur l'aspect mobilité internationale, alors on a également une formation qui est de plus en plus ouverte sur l'international. Alors on essaye de promouvoir l'international tout au long de la formation avec plusieurs points de passage. Alors essentiellement en 3e année et ensuite en 4e et 5e année, avec des mobilités académiques ou alors des mobilités pour le stage. Le 3e type de mobilité est une mobilité liée à ce que nous appelons le travail de fin d'études, que j'ai appelé ici la mobilité innovation. Le travail de fin d'études dans la conception des ingénieurs civils en Belgique étant un peu différent d'un projet de fin d'études, dans le sens où c'est un travail qui est orienté innovation, puisque c'est en fait un travail qui est orienté recherche, les sujets traités dans ces travaux émanant en fait des activités de recherche des enseignants-chercheurs qui l'encadrent. Alors, pour donner des chiffres, 50% donc de nos diplômés ont une mobilité internationale au jour de leur diplomation. Dans les évolutions de nos programmes, pour essayer de rester toujours en phase en fait, avec les attentes du milieu professionnel, il y a donc 2 moteurs. Les moteurs, ce sont la recherche, et deuxièmement, ce sont des organisations que l'on appelle les comités de concertation de la profession, qui sont des comités qui se réunissent périodiquement, dans lesquels nous faisons venir des professionnels. Et donc là, on élargit non pas à des alumni, mais à des professionnels de l'architecture, pour récupérer leur feedback par rapport à leurs attentes en tant que potentiels employeurs de nos jeunes diplômés. Alors ça, c'est un moteur pour l'évolution de nos programmes. Et le deuxième, c'est le monde de la recherche. Donc, je vous le disais, le travail de fin d'études est orienté recherche. Et ces recherches s'appuient au sein de l'institution, au sein de l'université, sur des centres de recherche qui sont pluridisciplinaires. Et dans le domaine de l'architecture, par exemple, vous avez Sociétaire, qui est un centre de recherche dans lequel on va retrouver toutes les compétences sur les territoires, sur la société. Et donc, c'est des centres de recherche dans lesquels on a des compétences très variées. On va retrouver des collègues qui sont plus avec des profils en sociologie, en psychologie, mais architecture aussi bien architecte que ingénieur architecte. Et donc, ça permet de sourcer énormément d'informations et de faire évoluer comme ça nos enseignements. Pour donner des exemples d'enseignement, d'évolution qui découlent de ces comités de concertation de profession et de la recherche. Par exemple, l'introduction récemment de tous les outils de production et de fabrication numérique liés au Fab Lab, qui sont introduits maintenant dès la première année. C'était une remarque qui venait de la part des professionnels en disant qu'il était tout à fait normal qu'un jeune architecte aujourd'hui maîtrise ces technologies. Des enseignements de pointe, comme par exemple les enseignements relatifs à la construction en bois. Alors, ce n'est pas des enseignements sur la construction en bois, ce sont des enseignements spécifiques sur certaines
focus sur la construction en CLT et sur le renforcement des bâtiments en CLT. Et donc là, ce sont des thématiques de pointe qui découlent de la recherche. Autre sujet, l'architecture émulative, qui est aussi un sujet qui est au cœur de recherche à l'Université de Mons et qui percole dans les enseignements, ou encore via les travaux de fin d'études, par exemple, les études pointues d'îlots de chaleur ou encore de la réalité virtuelle ou augmentée pour de la prévention incendie dans les bâtiments. Enfin, dans les évolutions, une évolution de fond qui modifie notre manière d'appréhender tous les enseignements. C'est un engagement pour une architecture responsable. Alors au niveau belge, l'Ordre des architectes a édicté une charte pour le climat. Et donc au niveau institutionnel, l'ensemble des enseignants en architecture de Polytech Mons s'est engagé dans cette charte pour le climat, une charte donc pour faire changer le paradigme, et ça nous pousse à concevoir les enseignements différemment, et notamment maintenant les ateliers de projets d'architecture qui traitent par exemple d'habitat collectif ne partent plus d'un terrain vierge, mais partent de bâtiments existants, ce qui, dès la deuxième année, pousse les étudiants à se poser la question de comment on intervient dans l'existant, comment on peut faire du réemploi de matériaux dans un projet très tôt dans le cursus. Et enfin, pour la dernière évolution que je mets, qui est en fait en cours, qui est véritablement une évolution qui, au niveau de tous les collègues en architecture, ingé-archi, mais au-delà de l'architecture au sein de la formation d'ingénieurs, nous questionne, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle. C'est une question en cours. Est-ce que l'IA sera un outil pour les architectes ingé-archi à l'avenir, ou est-ce que l'IA va modifier la manière d'enseigner de manière générale et en particulier l'architecture? Donc là, ça reste une question très ouverte de notre côté, mais c'est clairement identifié comme étant la question des années à venir. Voilà, merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup. Déjà, je pense que même la terminologie de ingénieur, ingénierie de l'architecture, je pense qu'elle elle fait quelque chose pour nous, avec nos cursus en France. Toutes les questions d'évolution, c'est des sujets très intéressants. Je pense qu'il y aura pas mal de questions. On pourra ouvrir le débat sur ça à la fin de la conférence. Merci pour la présentation. Et là, il faut que vous soyez prêts à changer de langue, parce qu'on va passer en anglais pour accueillir notre deuxième invité. So, Luc Olsen, you are the program director of Master Engineering and Architectural Design at the Bartlett School of Architecture in London. You are also a design tutor and an associate teacher. And so you will present like the specificities of Bartlett School. And so I will let you introduce yourself if I made some mistakes, or you can complete it. So thank you to be here. No, thank you. Thank you, everyone. Apologies for speaking in English. I know that's easy for me to say, but it's. I'm sorry I don't speak enough French, but thank you for having me, and thank you for this opportunity to present to you something I've been working on for the last 10 years, which is a radical approach to combining engineering and architecture in UCL, which is already a radical university that was born of a plural approach to studying how we can improve cities and our environment and the built environment. And the MEng Engineering and Architecture Design program, I'm an architect as a background. I actually studied in the Bartlett as well. So I had the experience of going through the Bartlett and understanding at some level what UCL's ambition was for creating a multiple approach, but in reality having quite a siloed approach quite often. Well-intended meaning of, as I was in a building with planners and also construction managers, all on different floors. And when the lift doors opened, they all looked very different. And whenever the field trips arrived, we would all arrive on a bus and the bus would be separate and everyone would go on different routes. So in reality, not combined, but in all other meaning, it was meant to be combined. So this program
we wrote with the sole intention of combining the 3 disciplines of civil engineering accredited through JBM, which is the umbrella group in the UK for civil and structural engineering. It's five or six different accreditation bodies under JBM. Also, building service engineering, which is the environmental and engineering design, that's also accredited by CIBSE, which is the Chartered Institute of of Building Service Engineers, and also Architecture Part 1, which is both ARB, which is the Architecture Registration Board, and also RIBA, which is effectively two forms of accreditation within architecture. So we liken it to the triple threat of Hollywood and etc., of the kind of singing, dancing, and acting, that there's a kind of minimum requirements within each of those disciplines to give you an overall understanding and empathy, if you like, across those disciplines, but also sometimes can be combined. But at the center of it really was design. So it's hosted in the Bartlett School of Architecture. We wrote the program from scratch. So all the modules, and I'll take you through it very briefly, are bespoke for this particular program. So we demonstrate that we meet the minimum requirements of all the accreditation bodies and the minimum expectations of each of the disciplines. And we do that through the fact that UCL has grown up through having faculties that are suitably developed to be able to have this conversation. UCL is now 200 years old. It's coming up to its 200th birthday. I'll invite you to that as well next year. And it's an occasion where those faculties coming together and actually creating new programs is starting to happen again, even though this was one of its founding aims at the beginning of UCL. John Milton, who was one of the founding engineers, he was a civil engineer, laid the first brick of UCL, and he had the extraordinarily beautiful title of civil engineer and applied arts and sciences philosopher. So there was, again, a very long and beautiful title that you can instantly forget, which was always the problem, how we describe these multiple disciplines simultaneously. So we like to call it the MEng. This is the title we use, EAD, Engineering, Architecture and Design. Go to the next slide. Okay, thank you. This is a diagram which is slightly skewed, actually. I can see that the golden triangle, which actually, sorry, the golden square at the top has gone to the top, but it's close enough. It's a Venn diagram, which I drew at the beginning, which really was demonstrating this convergence around design. Design studio was something which obviously we cultivated in a great deal in the Bartlett School of Architecture. It's an incubator for ideas and testing cutting edge approaches to innovative forms of design. So in the design studio, we've shifted to a new model for the MEng, which is bringing the 3 disciplines to teach simultaneously. So at the design studio, 50% of the students' time is spent with 3 tutors, one from an architecture background, one from civil engineering background, and one from building service engineering background. And the students take a fairly omnidisciplinary approach to that, that they have one project which they develop, and that is then interrogated through those 3 lenses. So we get fairly new and integrated forms of design coming through, which I'll show you some examples of. This is what a design studio is to many people when they first think of it. It's a set of desks and so on, and it's gives you a sort of fairly clean look. In reality, if you go to the next slide, this is what a design studio looks like. This is actually one of my design studios, Unit 3, when I was teaching architecture 10 years ago. This was a very normal approach to design, chaotic, but organized in its own way, and about developing ideas. Very quickly, we started to realize, and this was pre-pandemic, that if we're really going to be taking engineering seriously here, we have to analyze what we're looking at much more deeply. And so we've evolved the studio, if you go to the next slide, for the MEng, more towards a progressive laboratory,
where students can engage in a whole manner of ways of testing their ideas. So this really is about that idea of exploration, testing, and finding alternative approaches to some of the grand challenges that we all face, relating predominantly within sustainability, regenerative design, integrated design, but also aspects of material testing and analysis that you might only be able to do in a more organized and analytical environment. So the design studio is now merging much more with the laboratory. And this is where at the heart of the MEng. This is the 4 years of the program. So every module here was, let's say, written with the lead department taking ownership of that module, but informed by each of the other 3 disciplines, or 2 disciplines, sorry. So you can see here, broadly speaking, in the green, we've got the environmental side of building service engineering modules. We've got the blue being civil and structural, and then the pink being predominantly architecture exclusive. And it's an intense first term and first year. In fact, students often complain quite vigorously about how much information they receive. There's a great deal of input, particularly at the beginning, from both history and theory, math, building physics and energy, materials mechanics, making, and so on, that really is about giving the principles behind each of the disciplines at the beginning stages. So it's quite an intensive process. But that allows the students from term 2 onwards to apply some of these principles. They're only valid if they can be applied. So what happens is that London is our laboratory, if you like, for that first term. So we take walks around London. We take students into various buildings, and we interrogate buildings and the city through the 3 lenses of the disciplines, and see where those ideas were successful or unsuccessful at their time in terms of technologies, but also how we might be able to improve in today's technology. So it's very much about looking at the beginning, and then from term 2 onwards, at least 50% of the time is spent designing and making. Year 2 then follows through that the students work more individually, working towards single projects. Year 3, we start to equip students much more with the connection to practice and a more entrepreneurial approach to practice as well. So we're interested in how we can give students the tools to take their practice into business, in a sense, and how they might turn their unique approach of having this triple threat, if you like, the 3 skills, as they're entering into a world that isn't quite ready for them at some level. So there's a bit of demonstrating how they can present their value and how they can actually demonstrate their abilities in any one of the existing disciplines, but also in spaces in between. In the 4th year, we very much focus on students finding a niche and where their particular interests lie. So we've got electives there in the last 2 modules where students can choose anything almost from UCL. They range from landscape to Chinese to philosophy to various subjects that students find. And then they pair those with design projects and their dissertation. So it becomes a very narrow and deep exploration into something. Go to the next slide, I'll give you some examples. So as I say, first year is really on that collaboration front. And we believe that students, when they're first starting, want to often learn with their hands much better. So designing and making things at one-to-one, so they understand the implications of their design decisions, and they put those projects, one-to-one pavilions, out into the city. So if we go to the next slide, I think there's a video of last year's project, and we invited them to present their work in the Olympic Park. It'll go off without. We titled it Tribal Gathering. So there were a series of pavilions that students were exploring, 10 in total.
to test an idea, hopefully to destruction at some level, or at least to discovery. So there's some aspect of this which is about testing, making, and then analyzing. Obviously, at this point, they're probably not so versed in drawing. So that's something which we firmly believe in, that she who controls the pen controls the conversation. So that ability to draw then comes about through the act of making often, so that when they reflect on what they've made, they have to draw it such that someone else could make it. So we sort of reverse that process slightly, just to demonstrate that complexity of instruction through making, but also that connection between drawing as information as well as drawing as motive force, so how you might actually be encouraging people to develop projects. So these are the sorts of outputs of the first year students working collaboratively. In second year, if you go to the next slide, we take a more integrated design approach, which is really that understanding of the individual integrated designer. So how they combine the three disciplines. And then they also bring their modules into those projects as well. So if you go to the next slide. Again, individual projects, but tested in the environment to begin with. So these are projects in Flimwell Park that we're exploring climate change and also exploring how we might regenerate the park. So it's a fairly abandoned park, actually, and there's a lot of dieback going on there. So this was really about trying to demonstrate how that park could be revitalized and reseeded. Go to the next slide. And then we're also exploring this idea of leave no trace as being part of it. So this is Juliette's project, where she was actually collecting samples as well of foreign bodies on the ground. So she was particularly interested in the remains of what were on her giant club-sized feet that she was walking around on, which she collected and then analyzed and developed into her project. We go to the next slide. And then they develop a suitably complex building, which demonstrates, again, their deeper understanding of structural environmental engineering, but also within an architecture context as well. So this is Regina's project in Dungeness, looking at a building that effectively was a giant heat exchange using the water in the surroundings. We go to the next slide. Continuing into year 3, obviously with the alternative approach then of it being vertical studios. So students then start to learn from their years above, and they learn more deeply, in a sense, how they can develop more focused projects. So if we go to the next slide. These are some of the examples of more like X-ray sorts of drawings that start to reveal things that are outside of the typical building, but also how and why certain elements are in those buildings. So quite often we find the MN students are able to critique architecture students very well when they see things that shouldn't be there. You know, they're very good at not putting in things that shouldn't be there. It's subtle art, but it's noticeable, and it's that ability to not make those mistakes that I think is really interesting. So there is a sort of reveal, if you like, of the students' output that shows that they do understand their construction methods within the design, which are emphatic and open-ended and exploratory and pushing boundaries, hopefully. And then that culminates in the year 4, where again, as I say, we invite students to be more niche and develop their own interests. So if we go to the next slide. We have examples here of students drawing and modeling their work using engineering drawing methods, actually, as part of that process. So finite modeling, but also graphic statics as a technique to explore and developing that world between architecture and engineering drawings simultaneously. So the integrated designer hopefully comes through, but it's quite as say more specific. So if you go to the next slide, this is the kind of scale that students start to draw out. This is Muse working on a project in
Mumbai for a water treatment center that was going to be put there. And she was able to also design the HVAC systems and the foundations, and things which generally are off-piste for architects. So there's something really enjoyable about those areas where they can happily start to be creative designers in those same territories. If we go to the next slide. So this is some of them. This is last year's graduates in that we've had. Typically, there's 240 students on the program, 60 in each year. And we tell them they're pioneers too much, we hear. So they were starting to realize that actually they are going into new territories. That's the interesting part. So we've got, actually I can show you, I think, on the next slide. This is what we've started to discover where they're going. I'm writing a paper, actually, which will be released hopefully in the next few months, that starts to, we interviewed a lot of the graduates and starts to reveal where people are going and what they're doing. And we're finding that they are going across all disciplines. So typically nearly just under a third in architecture, typically just over a third in engineering. But they're also going into new territories as well. So there's areas of client bodies, software development, and integrated design practices. So innovation coming through quite a lot, actually. But there's some quite interesting areas there because they also move across later on. They kind of find that they'll stay in one area and then they'll switch. And quite often people who think, oh, that's definitely an engineer we saw at that stage, go on to become very successful architects in their own right and vice versa. And that ability to switch and change gives them an extraordinary opportunity that I think sometimes isn't found then in those single degrees. I've added some other slides here, which are probably more conclusive on where we are. This is, as I say, inviting everyone to the 200 years of the London UCL First University. This is happening next year, so you heard it here first. For those who've been looking online, you might have already seen it. But it's this idea that we are celebrating the achievements of the global university that is UCL, and there's a number of events taking place. So that's one aspect. So there's a moment where we are returning to that ability to work across disciplines and generate new ideas through that process and tackle the really big challenges that we face in the built environment at the moment. So that's a place of optimism. The next slide I'll show you anyway, because I think it's also reflective. This is me shamelessly plugging my daughters. There's this this connection. Actually, the text hasn't come up, but that's okay. This is my eldest daughter, Sky. She's in the middle, and Ashlyn on the right. Right, and Leela. So Sky is 10, so she was born at the beginning of the program. Ashlyn was born seven years later when we got accreditation, and Leela was born 2 years ago, actually. And so the thing that I think is interesting here is this connection with Leonardo's quote here, which is this sort of dualistic approach that we often have of develop the complete mind through the study of science and then the art of studying of science. Sorry, I haven't got my glasses on, so I can't read it. But you can. And I think what happens, and I've discovered this, that everything is connected moment, is that with three, there's a much more dynamic approach. There's a greater power to three than two. And what that means is that the sort of strange ability where the trio sort of take care of themselves and have a very horizontal set of relationships. So the youngest and the eldest get on in their own way, the middle and there's this sort of, actually things become quite flat through three. And I think there's this sort of connection to the statics of something can be quite stable with that point. So I think the trick that I think I would conclude on with this that I've found most enlightening was this idea that
by having that three disciplines working together, it's given even more dynamic output. So I think that I just wanted to do that through my children demonstrating it. So it leaves a reminder to you. So that's it. That's I think my last slide. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you a lot. I think like it leads to lots of questions, but first I want to switch again the language pour demander à Adrien, qui a du coup plutôt cette vision des doubles cursus en France. Au vu de ta connaissance peut-être des doubles formations, des premiers retours et échanges et travaux qui ont été faits par l'association, est-ce que tu vois des différences, des similitudes ou peut-être des opportunités pour les doubles formations en France? Peut-être que les singularités sont très différentes, peut-être que les systèmes sont plus complexes, mais qu'est-ce que ça résonne? Alors, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Le micro marche. Super. Alors, peut-être juste, Thierry, combien de temps il te reste? Peut-être on va profiter de la présence de Thierry avant qu'il s'en aille. Je ne vois pas l'heure qu'il est là. Il est 30. Bah, peut-être Thierry, si tu veux dire un mot, peut-être alors à ce moment-là, je te passe plutôt la parole. S'il y a des questions de la part de l'Assemblée ici ou en ligne, voilà, simplement parce que j'ai un train à Gare du Nord dans peu de temps, et donc je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin de la séance, malheureusement. Une question pour Mais... Vous avez présenté tous les deux des formations qui semblent être un peu atypiques dans leur propre environnement. Et donc, justement, peut-être ma première question, c'est dans quelle mesure est-ce que vous diriez que finalement votre proposition est atypique et qu'elle bouge le curseur par rapport à l'ordre, le schéma établi traditionnel dans vos propres pays? Et la deuxième question, j'y ai pensé en voyant la super photo de la dernière promotion de UCL. Je vois c'est très féminin, en tout cas selon mes standards d'école d'ingénieur. Je trouve ça très chouette. Et donc, je me demande dans quelle mesure est-ce que finalement, donc le cliché en France, c'est que côté architecture, c'est quand même majoritairement féminin et côté ingénierie, majoritairement masculin dans les effectifs. Et donc, est-ce que vous réalisez finalement un entre-deux? Et j'aurais pu penser que finalement, voilà, c'était pas gagné. Et donc, est-ce que vous feriez ce constat-là aussi? Alors, d'abord, sur la représentation des femmes dans les cursus. Alors, pour donner quelques chiffres de mémoire liés à Polytech Mons, effectivement, dans la filière ingénieur, toute discipline, on est plutôt sur 25% de femmes. Si on ne regarde que les ingénieurs civils architectes, on est à 50%. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus, il y a une attractivité de la formation qui est plus forte. Alors que le parcours pour rentrer est rigoureusement le même, donc l'examen d'admission sur les matières scientifiques, etc., mathématiques, est exactement le même. Et il y a effectivement beaucoup plus d'attractivité pour les jeunes filles dans les filières ingénieurs archi, et sur les filières archi aussi. Donc en ingénieur, c'est marqué, mais dans les facultés d'architecture, il y a également plus de femmes. La première question qui était sur c'était les spécificités. Oui, le côté atypique. Et donc, la création des filières ingénieurs civils, architectes en Belgique, donc ça date de plus de 50 ans, et c'était en fait réellement pour combler un manque. Si je prends à nouveau le cas de Polytech Mons, c'est une formation qui a été créée par des ingénieurs des constructions en Belgique, donc diplômés d'autres institutions, et qui ont identifié dans le milieu professionnel un manque de professionnels capables de parler le langage architecte et le langage ingénieur, d'être bons, d'être compétents sur les deux disciplines et de comprendre les problématiques de l'autre discipline. Et donc, créer cette filière ingénieur archi avait tout son sens, ça répondait à un besoin dans le milieu professionnel, mais effectivement, cette création a pousser les lignes tant du côté archi que du côté ingé. Et donc, faire rentrer cette discipline
ingénieur civil architecte dans une formation d'ingénieur, ça demande des arbitrages. Ça demande des arbitrages sur des matières. Certaines matières, en fait, qui sont dans le socle des sciences de l'ingénieur sont un petit peu réduites, édulcorées, au profit d'autres matières qui sont dans les sciences de l'ingénieur architecte. Donc, il n'y a pas de perte sur les matières que j'appelle toutes les deux sciences de l'ingénieur, mais il y a des transferts et donc des arbitrages à faire. Et ça, c'est à mon sens la grande difficulté dans l'élaboration des programmes. Peut-être Thierry qu'on peut vous libérer si vous voulez. Excuse-moi. Peut-être qu'on peut vous libérer si vous avez. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Merci à tous. If I understood the question correctly, which I think I have, we'll find out. I'll put in my translator if not. I think it's interesting. Buckminster-Fuller put it very well when he said it's very hard to change a system. It's much better to create a new system. And I think that's what we did. We set out to do for creating this integrated design studio, but also allowing students to learn the principles, if you like, of each of the different disciplines simultaneously. So it's, instead of having to do it in the long way, you can do it at the same time. And the interesting thing is it's not typical actually across the UK that, but it's now becoming a model that is being copied, and oddly enough being copied even within the Bartlett, and I'm trying to stop them because I think it's important that there is multiple models. And I think this is the challenge in a sense, is that people start to see the success that's coming from it and they think, well, we'll copy that. But then curiously, I don't think it's right for all models. And what I mean by that is that the single subjects of architecture can be liberated a bit more because of the MEng as well. So I think within the stage that UCL is going through, which is one of growth, it's been going through a period of growth for a number of years, there's opportunities for multiple approaches to coexist. And I would be very encouraging that those multiple systems are kept and working collaboratively as well. So I think absolutely the new model can be copied, but I don't think it's a solution for everything. On the second question, yes, you're right. There's a lot more women on the program, and actually in our intake, it's 2/3 female to 1/3 male. And we're finding that they're getting the same grades and higher, actually. So it's very positive from that sense. We didn't have to do anything to engineer that. That just happened and was a nice thing to see. And we've got our reasons we think for that. Some of my colleagues believe that it's a new program, so I think it's attractive to women rather than men in some ways, because it's not something that's already there and well established. So it gives that space for alternative approaches more, perhaps. I think it also allows for more opportunities later on as well. But we've even asked some of the students, you know, why they're interested in the program, and they all give different reasons as well. So, you know, I hope it does continue in that way, that we get that sort of number of balance coming through. But this extends to all aspects of widening participation, we call it in the UK, where we've got a broad range of overseas and home students of different faiths, of different backgrounds, of different ethnicity, all coming in as well, probably more than the single subjects. And I think, again, that's encouraging, because I think it's attracting students that probably wouldn't have chosen the single subjects. And they're coming through and they're learning some of those basics, and those that ability to use any of those basics are creating a kind of superpower that they then have, which they're starting to realize when they go into practice, because they're able to communicate across the boundaries quite easily. So I think, you know, I hope we do keep, and we will work hard to do that as well, to
the hard part, oddly enough, is trying to ensure that the teachers are actually of that equal mix. So, but that's ongoing, and I think we keep it that way. Yeah. Oui, on va reprendre la présentation parce que comme ça, les gens pourront poser des questions à l'ensemble sur la fin. C'est mieux comme ça. Je vais vous reparler 5 secondes, puis je réponds à ta question tout de suite après. Donc, l'association a organisé l'an dernier un colloque sur les doubles formations, qui était finalement assez français, puisque c'était l'occasion aussi de communiquer toutes les conclusions provisoires d'un travail de recherche que l'association a réalisé sur une cartographie, on va dire, des bicursus en France. C'était assez intéressant. On a pu réunir une quinzaine d'écoles qui sont venues, une cinquantaine de participants, et donc on a pu faire sous un format à la fois des présentations, à la fois des tours de table, à la fois des questions-réponses, des témoignages, et c'était un format assez riche et qu'on va refaire, donc qu'on sera amené à refaire l'an prochain. Et lors de ces questions-réponses, lors de ce colloque, un certain nombre de thèmes qui ont été pointés ici ont été développés. Et notamment, pour faire écho à ta question, Maëlle, le panorama des doubles constructions, des doubles formations en France, il est extrêmement diversifié. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui sont très, très intégrées, d'autres formations qui sont finalement plus qui s'adressent finalement à un public de happy few, enfin avec un très petit nombre d'étudiants. On a des formations qui sont également des doubles formations qui démarrent au niveau du bac, d'autres qui finalement démarrent plutôt à bac plus 4 avec des moments un peu tardifs. Donc en fait, il n'y a pas de modèle unique en France. Et quand on a préparé cette conférence aujourd'hui avec les personnes avec les différentes personnes, on s'est rendu compte non plus qu'il n'y avait pas de modèle non plus à l'étranger, notamment pour ces doubles formations. C'est-à-dire que c'est à chaque fois un modèle spécifique avec soit deux écoles qui se rencontrent et qui ont envie de créer un double diplôme en commun, soit quelque chose de finalement, comme vient de le dire également Luc, de créer pour l'occasion. Et c'est finalement très intéressant, ça remarque de dire finalement quand on crée quelque chose, on a un peu moins de limites, on a un peu moins de difficultés. On le voit que le système en France aujourd'hui, il y a des très belles réussites et d'autres doubles formations qui ont un peu plus de mal à vivre. Mais en tout état de cause, elles sont toujours, à une exception, et j'y reviendrai, Maëlle, elles impliquent toujours deux écoles, deux entités avec deux logiques différentes et avec deux agendas un peu différents. Donc parfois ça se passe très bien parce que les agendas des écoles se croisent, parfois il y a des rencontres et puis les gens s'éloignent aussi un petit peu. Et donc finalement, Strasbourg, l'INSA Strasbourg, qui est un peu le modèle qui va s'apparenter le plus à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, notamment au niveau de Mons. La force de l'INSA Strasbourg, c'est d'avoir intégré finalement au sein de la même entité à la fois la formation d'architecte et la formation d'ingénieur. Et donc ça crée finalement une certaine forme de pérennité. Et on en parlait hier avec Polytechnique de Milan, qui finalement ont créé aussi une double formation. Et en fait, une des raisons qui nous donnait comme étant le succès, c'est finalement d'avoir à la fois au sein du Polytechnico, à la fois toute l'expertise architecture, toute l'expertise ingénierie, mais en plus d'avoir eu l'occasion de créer une double formation en 5 ans, un peu à l'image de celle de Mons, un peu à l'image de celle de Bartlett, où finalement ils ont pu faire d'ingénierie pédagogique, mais avec un peu plus de liberté que ce qui peut se passer d'habitude. Et donc voilà, je pense que c'est en France, il n'y a pas nécessairement de frein, parce que peut-être qu'on reparlera aussi des formations comme celle de Versailles ou comme celle de Troyes, mais voilà, il n'y a pas nécessairement. Les freins principaux sont finalement dans les organisations actuelles et dans la capacité qu'elles ont à se challenger ou pas. Merci Adrien. Est-ce que ça a fait émerger des questions parmi les personnes présentes ou pas? Est-ce que vous êtes timide? Oui, je cours vers toi, Valentine. En visio. C'est pour les gens à distance surtout. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, ce qui me marque le plus, c'est que c'est des formations beaucoup plus courtes qu'en France. Donc, ce serait
5 ans plus 2 ans de stage, si j'ai bien compris pour Mons. Et en Angleterre, 4 ans, ce qui est quand même notablement différent de 7 ans en France. Est-ce qu'ils peuvent travailler en tant qu'ingénieur ou travailler en tant qu'architecte de manière classique? Je vais, le temps que Hugo traduise, je vais répondre. Donc, en fait, il est parti. Thierry est parti, mais donc ce qu'il expliquait, c'est que les 2 ans de stage, c'était l'équivalent de la HMO chez nous. Donc, en effet, oui, ils peuvent s'inscrire à l'ordre soit des ingénieurs, soit des architectes. En Italie, c'est exactement la même chose. Il y a un examen d'État. Et en fait, ils peuvent s'inscrire soit à l'examen d'État d'architecte, soit à l'examen d'État d'ingénieur. Et maintenant, je vais laisser Luc répondre pour l'Angleterre. Yes, no, it is shorter. The 4 years is there for the equivalent in architecture would be a 3-year BSc architecture, part 1. So typically any graduate from the MEng would take a year out and then do a 2-year master's in architecture afterwards, and then their professional exams. So that's the routes that approximately 20% of the students are taking at the moment. So they get 2 masters. We're in engineering, they can leave after 4 years and go on to their professions. So they don't need to come back into academia again. And they can do their professional exams in practice later dates, but they can leave. One of the things we're looking at the moment, because ARB, which is the Architecture Registration Board, which is the overseer for architecture, is changing their model at the moment to an outcomes-based approach for accreditation. And that means that in 2027, there'll be another slightly different approach. And we're particularly interested in the MEng being a model that could extend. So it could go into a 5-year period for architects as well. So we're looking at that as a potential model, so that after the 5-year period, you can go straight into practice and do your professional exams in a similar way. We're also getting a lot of feedback from the graduates that they want to do that, because we're finding graduates that come out of the MEng going into architecture for 2 years afterwards. The first year of that, they find a bit easy. They see it as like things that they understand at some level, they've already got. And the 5th year is very important to them because that's much more open. But so we're looking at that model of how we might get graduates into practice, and I think we will be changing the model potentially to adapt to that. But the key thing is practice, I think, and how they prepare for practice. Et peut-être en complément, en France, il y a la formation de 3 qui a été créée par l'ESA et le STP, voilà, qui est une formation aussi qui permet d'accéder au niveau bachelor, enfin au niveau licence, qui s'apparente un peu à cette formation. So I've got a question for, sorry, a question for John. I'm going to ask it in English because I think it would be easier for both of us. I actually did a talk at Bartlett last December in the architectural thing, but I could tell you about that after. So I just want to get clarity because historically it's harder to become doubly qualified in the UK compared to France, because either the engineering course isn't accredited by the architects or vice versa. So it's almost like they're doing their best to run away from each other, the architectural profession and the engineering profession at the professional body level. So just want to get clarity about whether if you did the course in the combined course at Bartlett, is that accredited both by both ARB and also the engineering chartered institutions? Often historically, it's been very hard to find a course which covers both bases. No, absolutely. There are some other models. So Bath, I think, had one, Nottingham, Sheffield. Typically, they were more, we'd call them bolt-on programs, where you would do, so for example, in the MEng in Nottingham, you do 3 years of architecture, and then you do 1 year in an engineering bolt-on to get the accreditation for SIPSI. On this model, we set out to
achieve all of the criteria needed for the 3 accreditation bodies. So graduates do leave with triple accreditation. They leave with, as I was saying, ARB and ROBA Part 1, CIBSE, which is the Building Service Engineering accreditation, and JBM, which is the umbrella group for civil and structural engineers. And that includes iStruct-D as well as a number of transport accreditation bodies. So we meet the criteria for those 3 disciplines. But the unique approach is that it's centered around integrated design. So we're the only program we've seen actually globally that does that, where you are actually designing in each of those fields as well. So it's not a bolt-on, but there are some other examples. The bolt-ons do tend to have difficulty because I think obviously it all takes place in the mind of the student, so they have to do the stitching together, and often that doesn't always yield very good integration. You know, that will tend to leave with the ability to sort of be siloed still in those different approaches. I think that the students coming through this process where they meet it across the whole 4 years and it is rewritten really to achieve those criteria, then they can see the benefit of integrating it. So it is a slightly different approach. Si on n'a pas une autre question, j'en ai une en ligne à traduire. Je vais essayer en anglais. So it's a good question because I think also when I saw your presentation that you try to innovate also, it's architectural and engineering, so it's already something new, but you try to innovate how to make it able to be learned. And so somebody asked on the web if you make a difference for the student between innovation, searching scientific research, and creative research. Is it because they are separated in universities, or are they for you, or is kind of something mixed, combined? It's a good question. I think, you know, scientific rigor matters. So at the core of the program, we also have a dissertation in that 4th year where they do a 30 credit module that is on research and innovation. So they often have to ascertain how they might be adding knowledge in some capacity, but that can extend out of the traditional scientific models as well, so long as the rigor is there, so that the testing of the ideas, the exploration of the ideas. I didn't include it on this, but with hindsight to that question, it might have been quite useful, is we've got a marking matrix for the design modules that have intellectual ambition as one of the main aspects of the assessment. So has the student addressed an intellectual ambitious goal, and how, to what extent is their design testing ideas that are ambitious and innovative? So that's built into the assessment, and it's also built into the assessment through the 3 disciplines. So if that's in a kind of structural capacity, you know, it might be a simple structure that they're working with, so they have to do something perhaps a little bit more challenging with that, or it might be a more complicated structural solution which they're already challenged by. So you know, I think it's obviously what we want in the graduates is that ability to take some risks and discover and find out how they can, you know, use innovation to solve some of the challenges that they're going to be facing within that construct that, you know, it's safe and it's able to perform under the minimum requirements. But we strongly encourage them to take the risks to innovate and find out. And we like failure. We love failure. We love things when it goes wrong and how it went wrong, and just embracing that and saying, well, this is what I discovered. So it's a part of the design process that they declare and demonstrate what they've learned and what they've discovered, so they can add that to the lexicon of knowledge.
Peut-être, Merci. Je pense Mel, que- si tu veux un dernier mot, toi, effectivement. Oui, je pense que je vois l'heure Leur filer. filet, ouais. Merci beaucoup. Thank you a lot for your answers. Pour... Je me remets dans le Reviens champ, parmi pardon, nous, hein, pas de raison. après avoir couru. Merci pour les échanges, merci pour les questions. Je voulais juste aussi ajouter que si c'est des thématiques qui vous intéressent, notamment sur les réflexions sur la double formation, la structuration, éventuellement l'organisation du colloque de l'année prochaine, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association, de Adrien, maintenant que vous avez mis un visage, parce que l'association est toujours preneuse de nouvelles personnes pour bosser sur ces thématiques. Il y a énormément de sujets de réflexion à porter. Donc voilà, on est très heureux d'avoir eu la Belgique et l'Angleterre. On espère aussi pouvoir élargir un peu les discussions avec d'autres pays. Donc on a évoqué l'Italie, on a plein d'autres sous la main pour de prochaines conférences peut-être. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour les questions et on se retrouve tout de suite après pour l'Assemblée générale. Thank you, Luc. Thank you, Lucan. Bon, on se donne 2 minutes et puis on enchaîne sur l'AG pour vous présenter. Restez avec nous. On vous présentera le bilan de ce qui s'est fait cette année et puis aussi tout ce qu'on vous propose pour l'année à venir et pas mal dans le structurel. Et ensuite le bar, le fameux.